2, 3, 4. L'escargot arrive. Le coquelicot, le bouton s'ouvre, la fleur froissée se libère des sépales, la fleur. Le chat s'en va. Les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le pissenlit, le bouton, la fleur, les graines, le vent sème les graines. Le chat s'en vient. La pomme, croque, 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 le trognon. L'escargot 4, l'escargot part. En 4 temps, Bernadette Gervais. Élection. Moi. C'est le jour de l'élection des délégués. Le prof principal dit que c'est très important parce que ça va nous apprendre à nous familiariser avec la vie publique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que je risque pas d'être élu délégué vu que tout le monde en 6e D se connaît depuis le CM2, sauf moi. D'ailleurs, au moment où le prof principal demande qui veut se présenter, je lève pas la main. Il faut voter pour une fille et pour un garçon, et les 2 qui auront le plus de voix seront élus délégués. Pour qui je vais voter, moi ? Je ne connais pas encore les gens de ma classe, je connais seulement Basile, mais je ne vais pas voter pour lui, il n'a aucune chance. Bon, je vais mettre Clarence sur mon bulletin, puisque Basile m'a dit qu'il était populaire. Autant voter pour le vainqueur. Par contre, pour la fille, je mets personne parce que je ne sais pas qui sont les filles populaires. J'ai trop d'amis, David Lescaut. Miam, 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 miam. Séraphine l'anniversaire par Albertine. C'était donc un court extrait des 3 ouvrages qui vont maintenant être débattus sur le plateau de la plume démasquée. À toi, Isa. Merci Sophie, vous êtes effectivement sur le plateau de la Plume démasquée, l'émission de critique littéraire du Salon du Livre Jeunesse. Le principe ne change pas, aujourd'hui encore 3 invités venus nous présenter leur coup de cœur ici pour en débattre, vous donner envie. Et aujourd'hui, nous recevons autour de la table Myriam Révial, bibliothécaire à Paris, Sophie de Ratult, comédienne et lectrice à voix haute, que vous connaissez puisque vous l'avez entendu tout à l'heure, Stéphanie Maléa, qui est toujours amoureuse des livres et toujours directrice de Comj, agence de communication spécialiste de l'édition jeunesse, et bien évidemment Camille Olivas, notre chroniqueuse, qui nous réserve pour la fin de l'émission quelques mots que j'ai hâte d'attendre. Eh bien, sans transition, et si nous commencions par vous, Myriam, quel a été votre coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est un texte de théâtre de David Lescaut, qui est dramaturge et metteur en scène, qui écrit aussi bien pour les adultes que pour les enfants, qui s'appelle « J'ai trop d'amis ». C'est un livre qui parle avec beaucoup d'humour d'un sujet plutôt grave pour le personnage principal, qui dans le texte s'appelle Moi. C'est sa première journée de rentrée en classe de 6e, et il a déjà beaucoup d'angoisse, et là, il découvre au fur et à mesure que tous ses amis de CM2 sont dans la 6e C et lui dans la 6e D. Il se retrouve tout seul et manque de chance, il est près d'un camarade particulièrement
collant et soporifique. Donc tout tourne autour aussi d'une notion qui est très importante, qui est la notion de populaire. Qu'est-ce qu'être populaire ? C'est le passage d'un état à un autre, puisqu'on quitte le primaire et son univers rassurant pour rentrer au collège, où là, ce ne sera plus du tout la même chose. Donc le personnage principal essaie de trouver des amis, et il aura beaucoup d'amis. C'est pour ça que ça s'appelle « J'ai trop d'amis », parce qu'il va se retrouver, sans l'avoir demandé, propulsé délégué de classe. C'est l'extrait que nous avons entendu. Il est propulsé délégué de classe parce que Clarence, qui est en 6e D avec lui, et qui lui est très très populaire, a décidé qu'il serait délégué de classe. Et donc, il a convaincu, de manière certainement un peu autoritaire, tous les autres camarades afin que moi, qui est le personnage principal, soit délégué de classe. En contrepartie, ce que lui demande Clarence, c'est de lui faire ses devoirs de maths, c'est d'avoir un portable pour pouvoir être joignable du jour et nuit, afin de pouvoir lui dire ce qu'il a envie de lui dire, puisqu'il sera le délégué de classe. Et il est délégué de classe avec une jeune fille qui s'appelle Marguerite, elle aussi populaire, et qui est l'ex-petite amie de Clarence. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui parle à chacun de nous. Qui parle de ses émotions, d'un passage d'un âge à un autre, qui parle aussi de ses codes, puisque évidemment il faut être populaire. Pour être populaire, il faut porter les bonnes marques, il faut avoir un téléphone portable. Et lui, il porte pas les bonnes marques, il porte des sous-marques. En plus, quand il rentre chez lui, où il essaye d'expliquer sa journée, personne ne l'écoute parce qu'il a une petite sœur. Et là, c'est toute la truculence du texte. Il a une petite sœur qui parle dans un langage très cher à Raymond Queneau, qui est le néo-français. C'est-à-dire que c'est une transcription phonétique. Et cette petite sœur, elle est très débrouillarde. D'ailleurs, je ne vais pas dévoiler la fin, parce que ça finit bien. C'est une comédie, même si le sujet peut être grave. Cette petite sœur, elle va le sortir d'un moment difficile. Et on ne saura pas lequel, puisqu'il faut peut-être... Ouais, il faut le lire. Sophie, c'est la popularité de Moi. Qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le côté très théâtral. Donc, pardon, j'ai oublié. On vous entendra mieux, n'est-ce pas ? Excuse-moi, oui, merci de me l'avoir fait découvrir. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le côté théâtral, les personnages bien plantés. Moi, donc, comme tu l'as décrit, le personnage principal et la petite sœur, avec son langage, donc je ne sais pas comment tu as dit. Le néo-français. Le néo-français. Je trouve qu'il nous replonge aussi dans nos histoires à nous, d'enfance, mais vraiment de 6e. Alors, il n'y a pas le portable, les marques, mais il y a l'ambiance. En fait, il y a vraiment l'authentique ambiance des problématiques et des inquiétudes que l'on a à cet âge. Donc voilà, plein de poésie. J'ai aussi dialogue vif, vivacité des dialogues, et aussi drôle. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas de l'humour forcé pour être comique. En fait, c'est drôle, mais assez subtil. C'est poétiquement drôle, voilà. Oui, c'est vrai que c'est très rythmé. C'est une langue ciselée, rythmée, et c'est 11 courtes scènes qui donnent un élan particulier au texte. Et puis lire du théâtre, c'est important. Je trouve qu'on n'en lit pas assez du théâtre. Surtout quand on est enfant, on lit un théâtre obligatoire, scolaire. Et ça, il s'agit de théâtre contemporain. Et l'édition du théâtre contemporain est vraiment florissante. Eh bien, écoutez, ravi. Donc, et vous, qu'en avez-vous pensé, Stéphanie ? Plaisir de lecture partagée. Super pièce de théâtre illustrée. Comme on dit Myriam et Sophie, je me suis revue en 6e. À chercher des visages familiers de CM2, c'est impressionnant en fait. Je me suis projetée, moi avec ma petite tenue neuve et mon cartable tout moche comparé déjà, et moi à mon époque il y avait déjà cette pression des marques, et je me suis revue. Et j'ai revu aussi la rentrée de 6e de mes enfants quand ils me l'ont décrite. J'ai trouvé ça très fort, que ce soit d'une telle justesse. Pareil, il y a des temps forts dans la pièce de théâtre que j'ai adoré. Le côté populaire, c'est vraiment amené avec une finesse et un humour, comme dit Sophie. Moi aussi, j'aime pas quand l'humour est obligatoire, mais là, c'est très subtil. Après, moi, il y a juste un truc qui m'a dérangée.
J'ai adoré La place de la petite sœur. Ça m'a rappelé Césarine dans Les Autos d'affaires. Enfin, elle a un rôle important dans cette pièce. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai du mal à lire quand c'est phonétique, il faut que je me concentre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de dur. Ça m'a rappelé une lecture obligatoire en 3e avec Les fleurs pour Algernon, où j'adore lire, mais quand c'est en phonétique, tout de suite, Mais après, voilà, j'ai terminé la pièce et c'est un petit bijou, cette pièce. Mais voilà, j'ai juste ce côté où j'ai eu un peu de mal. Oui. Alors, moi, je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement réussi parce que le théâtre, tout comme la poésie, doit se lire à voix haute. Et là, on est contraint de lire à voix haute parce que sinon, aucun sens ne se construit. Et donc, je trouve du coup qu'en tant que lecteur, on est également acteur quand on lit ce texte. Et c'est là où c'est vraiment généreux, réussi. Ouais. Non, mais c'est pareil. Enfin, j'ai exactement fait ce que Myriam dit. J'ai pris j'ai lu à voix haute et je me suis éclatée et après j'ai tout compris. Mais le premier réflexe, en fait, c'est se dire, oh là là. Enfin, voilà. Sophie? J'aurais dû me risquer à lire La petite fille à voix haute pour toi, Myriam. Tu m'aurais fait beaucoup plaisir. Ouais. Peut-être on fera un petit extrait tout à l'heure. Peut-être tu pourras nous le faire à un moment donné, un petit extrait. En tout cas, j'ai une question donc, sur cette question de la petite fille. Alors, le néo-français, c'est le nom académique. Enfin... Oui, c'est un nom académique, c'est-à-dire que c'est Zazie dans le métro, la première phrase de Zazie dans le métro. C'est une transcription phonétique. Et c'est ça qui crée tout l'humour, quoi. Parce que cette petite sœur, elle a 2 ans et demi, elle est extrêmement débrouillarde et elle a un vocabulaire qui est quand même très élaboré. Et c'est ça aussi, c'est le contraste entre ce vocabulaire très élaboré, tout ce qu'elle raconte parce qu'elle est bavarde, et la transcription phonétique de ce vocabulaire. C'est de là dont est l'humour aussi. Et ce qui est dingue, c'est que par moments, elle est plus mûre que son frère. Enfin, elle a une vision de ce qui se passe et tout ça. Elle est juste, mais géniale. Elle l'aide à sortir un mauvais pas. C'est elle qui l'aide à... Et elle a donc 2 ans et demi. 2 ans et demi, est-ce que c'est l'âge de Séraphine, Stéphanie? C'est parfait. Mais en même temps, c'est pour tous les âges, Séraphine. Ouais. Alors, Séraphine, c'est mon coup de cœur. Passion absolue pour les livres sans texte. Fan de Albertine, que j'adore. Alors, Albertine, on la présente plus. C'est une illustratrice de talent qui a été même récompensée cette année par le prix Anderson. Donc un grand prix. Rappelez-vous, elle avait fait À la mer, à la campagne. Et puis c'est dans la belle collection de La joie de lire où on retrouve Rotrode Suzanne Berner avec son livre des saisons. Alors, ça va être impossible pour moi de vous raconter l'histoire parce qu'un livre sans texte, ça ne se raconte pas. À chacun de s'inventer son histoire et de se l'approprier. Je vais juste vous montrer. Sophie l'avait montré et a très très bien fait tous ces bruitages. Première double page. C'est le réveil. Séraphine se lève. On voit plein de choses, il y a plein de détails. On tourne. Oh, c'est le moment de la toilette. Oh, un ours dans la baignoire, le petit chaperon rouge qui passe, un singe avec son sèche-cheveux. Mais il faisait quoi la page d'avant? On retourne en arrière ou pas? Moi, j'ai décidé de tourner la page. Et là, on va découvrir tout ce qui va se passer dans la journée de Séraphine jusqu'au coucher, avec bien sûr la fête d'anniversaire. Donc voilà, c'est beau, c'est riche, c'est varié, c'est coloré, c'est drôle, il y a plein de détails. Bon, vous l'aurez compris, je suis complètement fan. Et en 4e, comme souvent dans les albums sans texte de cette collection-là, on découvre qu'ils ont chacun un nom. Gaspard, Marlon, Casimir. Mais au fait, ils faisaient quoi pendant l'histoire? Il y en a certains où on sait, parce qu'on les a suivis, et d'autres pas du tout. Du coup, on recommence. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est le genre d'album qu'on peut lire, relire, relire, et on s'ennuie jamais. Parce qu'il y a toujours des détails qu'on va découvrir, il y a toujours des petites choses, en fait, qui vont nous interpeller, des choses qu'on n'avait pas vues, revenir en arrière, continuer. Pour moi, Séraphine, pour vous le décrire, j'hésite entre une évasion littéraire et des heures de plaisir. Voilà, c'est un livre sans texte hyper réussi qu'on prend plaisir à lire, relire. Et ce qui m'a intriguée, c'est Séraphine l'anniversaire. Et donc, je passe un mot à l'éditeur. Moi, je suis impatiente de découvrir d'autres aventures de Séraphine. Eh bien, en tout cas, vous m'avez intriguée puisqu'il faut le lire, le relire et le triple lire. Myriam, est-ce que vous l'avez lu, relu et triple lu?
Alors, je l'ai pas lu 1000 fois. J'adore ces textes qui fourmillent de détails, qui aiguisent le regard et qui nous obligent à prendre des chemins qu'on n'aurait pas pris au départ. C'est des textes c'est les livres sans texte, les albums sans texte, offrent une liberté incroyable. On est devant une œuvre, presque devant une œuvre picturale, et on se promène, on cherche, on s'attache à un personnage, et c'est ce que font les enfants, je crois. Et c'est pour ça que même si ça peut paraître déroutant pour certains adultes de ne pas avoir le support du texte comme sens, au contraire, les enfants en général se plongent dedans sans aucune difficulté. Merci. Sophie, votre avis de lectrice à voix haute sur ce livre sans texte finalement? Bah oui, à part faire quelques petits sons comme je les ai tentés tout à l'heure. Voilà, je peux utiliser ce livre comme un jouet en fait. C'est un petit feu d'artifice, un bonbon acidulé, c'est joyeux. Donc effectivement, en lecture à voix haute, je vais peut-être l'utiliser comme un jouet pour participer avec les enfants. Et puis où est Séraphine, parce qu'il faut la chercher parfois. On ne sait pas où elle est dans l'image. Voilà, donc c'est foisonnant, ça fourmille, c'est coloré. Il y a on peut rester des heures sur la page parce que il y a tout un tas de personnages animaux, un peu hybrides parfois, qui font des tas de choses un peu bizarres, mais voilà, c'est sympathique et amusant, joyeux. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Séraphine a quelque chose à voir avec Où est Charlie ou... Oui, j'ai un petit peu pensé à ça, en fait, ouais. Où on la cherche. Le principe est le même. Oui. Ouais. C'est moins un livre-jeu, là, c'est plus un livre qu'on raconte. Où est Charlie, c'est comme la famille où qu'il est. On prend plaisir à regarder toutes les doubles pages, il y a plein de choses à chercher, et c'est le but. On cherche Charlie, on cherche la famille où qu'il est, on cherche le chien. Là, en fait, ça a la même richesse graphique, c'est-à-dire une grande image et plein de détails, mais c'est pas le but. Le but, c'est laisser libre l'imagination. Le but, c'est que l'enfant passe un moment joyeux, s'invente des histoires. Pour moi, c'est la magie de l'histoire en famille, où chacun va regarder, commenter, tourner. Voilà. Donc, c'est au-delà du livre-jeu pour moi. Ça se rattache aussi à une période de la peinture, à Jérôme Bosch. On pense aussi à toutes ces choses qui fourmillaient de détails, de personnages. Les personnages sont un peu mystérieux. Ils sont pas définitivement définis, si je peux dire, quoi. Il faut les reconstruire aussi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Est-ce que vous avez eu, quel est le plaisir, Sophie Dratul, puisque vous avez choisi En 4 temps? Parlez-nous du plaisir que vous avez eu à découvrir cet ouvrage. Alors, justement, tu parlais de peinture, d'esthétique. La première chose qui m'a le plus attiré, c'est la picturalité, le travail pictural. Ouais, merci beaucoup. Qui se présente donc comme des planches. Je crois qu'elle travaille à l'acrylique en plus avec des pochoirs. Donc moi tout de suite le côté planche, j'adore les fleurs, le coquelicot, c'est magnifique. Donc je vous remontre le coquelicot et donc voilà, hyper séduisant, délicat, élégant, esthétique. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que sinon ce serait un peu ennuyeux. Donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il raconte d'une façon assez subtile aussi, une histoire de temporalité sur cette histoire de, merci beaucoup, de 1, 2, 3, 4 temps. C'est pour ça que je donnais un petit rythme comme ça. Donc, au fur et à mesure, 1, 2, 3, 4 temps, alors j'avais bien écrit, découpé en chaque case, on a 4 moments. Donc, le temps se décompose selon le rythme de chaque élément, animaux, végétaux, et saison. Et selon donc les éléments, le rythme n'est pas le même, on le comprend, on le voit entre manger une pomme ou une saison qui va s'écouler sur un an, ou avec, on va dire, humour et délicatesse toujours, on va voir cet escargot traverser le livre aussi à son rythme à lui. Donc on va comme ça découvrir les saisons, le temps d'une fleur, le temps d'un papillon. Et aussi ce que je trouvais, voilà. Et on en observe les modifications. Et aussi toutes ces notions. En fait, c'est hyper compliqué, la notion de temps chez l'enfant. La perception du temps. Même chez l'adulte, d'ailleurs, moi, je crois que j'ai mis du temps aussi. Donc voilà, ça nous permet aussi d'aborder toutes ces différences, toutes ces différentes perceptions de la notion du temps qui sont extrêmement difficiles à raconter, à expliquer, quoi vous dire encore, et dont on observe donc
les modifications. À croire que le 4 serait presque le chiffre universel, hein, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du long au rapide. Mais vous allez rajouter quelque chose, Sophie? Oui, pour finir, dans le côté esthétique qui m'a en plus beaucoup séduit, c'est aussi, donc ça me rappelait les planches d'observation comme on faisait à l'école, toujours, donc on devait dessiner des noix, c'était toujours très appliqué. Enfin, moi j'ai ce souvenir-là qui suis beaucoup plus vieille que vous. Et aussi, ça m'a rappelé, et donc ça c'est très personnel, les albums photos. Donc moi je sais que mon premier album photo c'était tout noir, il y avait les photos, donc on parle aussi du temps dans l'album photo, ça rappelle aussi ce temps qui passe, et on écrivait en blanc, donc voilà. Et aussi le côté voilà, imagier, herbier, beau livre, ancien. On n'est pas trop dit. Le 4, Stéphanie, je sens que... J'ai vu un élan tout à l'heure en vous, vous aviez envie de dire quelque chose. C'est un bel album entre philosophie et documentaire. J'apprécie beaucoup Bernadette Gervais, que je suis depuis longtemps. C'est une incontournable en littérature jeunesse. Pour moi, Xinamu ou Contraire doivent être en fond en bibliothèque ou en librairie. Après, j'ai été un peu... pas bloquée, mais un peu avec cet album. Parce que pour moi, un album, en fait, il faut que je ressente quelque chose, il faut que j'ai une émotion, il faut que je ressente. Et celui-là, en fait, je suis restée assez en dehors de l'histoire. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que... donc, je l'ai lu, bien sûr. Et en fait, il s'est passé quelque chose de dingue tout à l'heure, là, au début de l'émission, avec Sophie qui le lisait. Et tout d'un coup, j'ai eu une autre lecture. Rien qu'à l'entendre, parce qu'elle a lu à merveille. Et du coup, j'ai eu cette impression en fait de le redécouvrir et que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais ressenti en fait à ma première lecture, où je m'étais arrêtée justement à ces illustrations qui sont très belles, mais où j'ai pas réussi à me plonger immédiatement dedans, où il y a quelque chose qui me bloque, je sais pas quoi. Mais voilà, il y a une sorte de... Et c'est le côté documentaire peut-être qui fait ça. Et là, j'ai eu un moment complètement magique avec Sophie qui racontait. Et ça m'a donné en fait envie de le relire et peut-être à voix haute. Et je trouve que c'est la magie de la lecture à voix haute. Et sinon, je pense que ça peut être un super outil pour une institutrice ou un instituteur en fait. Et je pense qu'il y a 1001 choses en fait à faire autour de ce livre et à l'exploiter en classe, parce que ça regorge d'informations, d'idées, de concepts hyper importants et intemporels. Mais voilà, j'ai encore la voix de Sophie qui l'a lu avec une telle émotion et voilà, j'ai eu qu'une envie, c'est de le relire en fait. La magie de la lecture à voix haute, donc c'est vous qui l'évoquiez tout à l'heure sur un précédent ouvrage, Myriam? Oui, alors moi j'ai adoré cet album. Je trouve que c'est un travail absolument, une variation magnifique sur le temps, sur la transfiguration. Il y a un découpage qui est à la fois documentaire et extrêmement poétique, parce que le premier, bien sûr, se rapporte à la case 1, le 2 à la case 2, mais en même temps, il y a des choses qui se passent entre les deux. Donc vraiment, c'est un très beau travail et qui explique une notion, c'est vrai, très complexe, le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Enfin, c'est quelque chose. Puis chacun a sa propre perception du temps, en fonction de ce qu'on vit dans le moment. Mais là, on le voit, par exemple, avec cette chose qui va s'ouvrir immédiatement. Elle naît, elle se développe, elle meurt en quelques instants. Et les choses beaucoup plus longues, comme les saisons, où là, le temps passe, on le contemple, on le voit, le paysage se transforme. J'ai trouvé que ça parlait avec beaucoup de simplicité de concepts et de notions extrêmement difficiles. Et c'est vrai, comme tu le disais, je crois que c'est un album dont les enseignants, les parents, les bibliothécaires peuvent présenter, offrir aux enfants, qui le comprendront assez rapidement, je pense. Voilà. Donc quoi, il n'est jamais assez tôt pour apprendre les choses. Enfin, quelle que soit la notion, on peut les aborder assez jeunes. Sophie, vous alliez... Non. Oui, non, j'approuvais, vous avez dit énormément de choses auxquelles j'avais pensé que je n'ai pas dites, et effectivement, son côté que tu as ressenti peut-être un peu au début documentaire, donc pas ludique, mais effectivement, le fait, et ce que tu as rappelé, c'est que je trouve qu'il peut être vraiment utilisé d'une façon aussi bien apprentissage que ludique. On peut chanter, on peut compter, on peut quand même s'amuser, même s'il a cet aspect un peu sévère, documentaire, sérieux. En fait, il est plein de petites choses subtiles et d'humour aussi, avec le chat qu'on retrouve et qui passe juste l'image.
Donc là, t'as bien rajouté. Et effectivement, le fait de l'utiliser à voix haute, ça oblige aussi. Enfin, c'est toute une interaction, parce que le livre, en fait, c'est un objet, mais lecture à voix haute, c'est aussi de le mettre en scène, en fait. C'est juste de lui donner une vie aussi, voilà. Et puis ça scande d'ailleurs. C'est lui qui inspire, en fait. C'est pas moi. Ouais. Tu l'as scandé, ce livre, quand tu l'as lu. Tu as eu besoin de le scander, de taper du pied. C'est quelque chose qui t'est venu. Un rythme. Temps. Ouais, tu as eu besoin de ce 4 temps là. Donc. Oui. C'est le livre qui me l'a inspiré. Enfin, tout ça, c'est des rencontres qu'on fait, en fait. C'est interactif. Donc le rythme, le temps, le moment. Et je crois que c'est le moment de Camille Olivas. Oui, c'est le moment de labelliser, parce que donc vous le savez, là, moi je prends pas la parole parce que je suis là simplement pour kibouquiner cette émission, c'est-à-dire j'écoute les débats et à la fin je condense de façon extrêmement synthétique tout ce que vous avez dit sur ces 3 livres, voilà, pour ensuite les présenter sur notre plateforme de prescription littéraire Kiboukine. Donc, je vais commencer par Séraphine, donc le grand album tout cartonné dans lequel on peut s'immerger, qui est à la fois foisonnant, fourmillant, festif, contemplatif, jouissif de détails et qui fait aussi grandement du bien parce que voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir tous ces petits personnages qui s'amusent et qui font la fête tous ensemble, sans se soucier ni de la distanciation physique ni de l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes. J'ai trop d'amis. Ensuite, je veux bien que tu me le passes, Myriam, s'il te plaît. Merci. Voilà, j'ai trop d'amis. Donc, j'ai trop d'amis. C'est un petit livre qui paye pas de mine, vraiment, mais qui est carrément drôle. Vous savez, c'est le genre de bouquin que votre collègue ou votre boulanger vous a conseillé et qui traîne sur votre étagère depuis des mois. Et en fait, le jour où vous finissez par le lire, vous vous dites mince, mais pourquoi je l'ai pas lu plus tôt ? C'est vraiment génial. Et je vous entends déjà dire ouin, j'aime pas lire le théâtre, mais bah en fait non, vraiment, s'il y a un titre qui peut vous réconcilier avec la lecture de théâtre, c'est celui-là. Et on va finir avec en quatre temps. Je veux bien que tu me le files aussi, Sophie, pour le présenter. Donc ce titre-là, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu et je l'ai relu et j'arrive toujours pas à me lasser de sa finesse, de sa légèreté, de sa sagesse, de sa beauté et de son humour qui est à la fois subtil et délicat. Par ailleurs, il se trouve que Bernadette Gervais a remporté hier la Pépite d'Or avec son album ABC de la Nature qui est publié aux grandes personnes. Donc je vais pas y aller par 4 chemins et on va se le dire entre 4 yeux. C'est une autrice absolument incontournable. Elle se saigne aux 4 veines pour faire des albums absolument sublimes qui ont en plus la chance d'être soutenus par des éditeurs qui se plient en 4 pour faire des éditions qui sont tirées à 4 épingles. Donc ne perdez pas votre temps, allez découvrir ces livres et partagez-les aux 4 vents. Waouh, merci Camille. Alors, puisqu'on a encore quelques secondes, je voudrais savoir, puisque un coup de cœur, ça part forcément de quelque part, en quelques mots, en 2-3 mots, ce qui vous a dirigé, chacune d'entre vous, vers l'ouvrage que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. Hier, par exemple, quelqu'un m'a dit, mais moi, c'est l'illustration qui compte avant tout. Ben, c'était vous, Stéphanie. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a dirigé vers l'ouvrage ? Moi, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Albertine, cette collection de la joie de lire. Et je l'ai vu en librairie, je l'ai acheté. J'ai vraiment un faible pour son travail et pour la magie de tout ce qu'elle a réussi à procurer, enfin à donner dans ses livres, quoi. Un goût de la valeur sûre. Et vous, Myriam ? Alors moi, la forme littéraire, le théâtre, parce que j'ai vraiment envie que les enfants lisent du théâtre. Et je pense qu'ils aiment lire du théâtre si on leur propose des textes qui sont à leur hauteur. L'auteur, justement, David Lescaut, qui est un auteur de théâtre contemporain, qui est un metteur en scène important, intéressant. Donc c'était l'occasion de faire découvrir à la fois une forme littéraire et un auteur que je trouve important. Il écrit pour les jeunes et pour les adultes. Et il y a beaucoup d'auteurs importants qui écrivent comme Agnès de Sarthe, comme Christophe Honoré, qui écrivent à la fois pour le jeune public et pour les adultes. Et tout ça pour dire que la littérature, c'est la littérature, quoi. Merci. Et vous, Sophie, qu'est-ce qui vous a motivé vers les 4 temps ? Comme je l'ai dit aussi en introduction, tout de suite, ça a été l'attirance esthétique qui m'a séduite, le dessin, la représentation. J'ai tout de suite eu envie de l'ouvrir pour voir si ça continuait comme ça à l'intérieur, s'il y avait autant de couleurs et surtout le travail graphique, oui, à l'acrylique.
le dessin, le style. Ouais. Et avant tout, une curiosité, donc quelque chose, une envie d'y aller. Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi en 4 temps, en dehors du pissenlit? Je vois. Et merci toutes les trois d'être venues nous partager ce coup de cœur. Merci Camille pour votre intervention. C'était donc La Plume démasquée, l'émission de critique littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, distanciée mais avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.